Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Vous êtes né le 24 septembre 1932 à Sédhiou, en Casamance. Vous l'officier de carrière sorti de l'école d'application de l'infanterie à Saint-Mexin, en France, en juin 1954. Vous êtes titulaire de la licence et du certificat de maîtrise en histoire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ainsi que du diplôme d'études approfondies de l'université de Paris-Sorbonne. Vous avez servi d'abord comme officier dans l'armée française avant de rejoindre les forces armées sénégalaises dès l'indépendance du pays en 1960. De 60 à 62, vous assurez les fonctions d'aide de camp du président Senghor. 62-64, vous êtes chargé de mettre en place et de commander le groupement des commandos. Je passe sur bien des points de votre riche carrière pour en arriver en définitive à l'année 1984 où, après 12 années passées à la tête des armées sénégalaises, vous êtes nommé ambassadeur extraordinaire du Sénégal au Royaume-Uni. Vous quitterez vos fonctions d'ambassadeur en 1991 sur votre demande. En 2000, le président Wade vous nomme grand chancelier de l'Ordre national du Lion en remplacement du général Doudou Diop. Aujourd'hui, mon général, vous êtes à la retraite. Alors, comment se passe la retraite d'un général? La retraite, c'est le temps, non pas de remise en cause de toute une activité, mais de réflexion sur le passé. Si ce qui est positif ou négatif, ce qui est à transmettre aux générations futures. En ce moment, je travaille sur des archives. Mes archives qui datent de 1948. J'ai mes archives de Louga, mes notes. Et aussi sur les périodes que j'ai passées dans l'armée française, où j'ai beaucoup appris, l'essentiel d'ailleurs de mon métier. Alors, le groupement commando, c'est le premier corps créé et commandé par un Sénégalais sans assistance technique. J'ai été le premier officier sénégalais à commander une formation à l'absence de tout assistant technique. Bon, en gros, en ce moment, je réfléchis, j'écris, je publie difficilement parce que il y a bien des choses qui resteront longtemps sous le secret. Ah oui. Par exemple, les événements de 1962, j'ai des archives écrites qui peut-être seront léguées à la postérité aux archives nationales ici, mais ce n'est pas encourageant compte tenu de l'état dans lequel les archives militaires sont aujourd'hui. Quand j'ai pris fonction, la première chose que j'ai voulu faire, j'ai demandé à tous les corps, à toutes les unités, de me faire parvenir à Diallo toutes les archives de 1960 à 1972. Oui. Et j'ai demandé au directeur des archives, je crois que c'était M. Ndiaye, de mettre à ma disposition un archiviste, ce qu'il a fait. Oui. On dit que vous êtes en train de produire quelque chose sur les événements de 62, les événements ayant opposé Senghor à... J'ai eu à jouer un rôle dans les archives en 1962. Le président Senghor le rappelait à mon épouse et à mes enfants quand on était à Verson. J'ai invité ma famille et Senghor disait à ma femme, votre mari se dommage, il est resté très modeste. Mais on lui doit quand même la réussite du moins de l'échec du coup d'État de 1962. C'est vous qui avez déjoué le coup d'État. Je n'ai rien confirmé qu'il y avait coup d'État. Non, bien sûr qu'il y a eu un coup d'État. Ah oui, tentative de coup d'État. Il y a eu tentative de coup d'État. De Mamadou Dia. De Mamadou Dia, bien sûr, ça, on peut faire une émission quand je serai sur toutes ces crises de la Fédération du Mali. Là, j'étais à Dakar et j'ai demandé aux officiers sénégalais qu'on reste nous
à Lat Dior. C'est pas la peine d'aller à Lat Dior parce que je savais que toutes les unités qui étaient là-bas, pratiquement, les Soudanais étaient majoritaires. Ils avaient le commandement. Alors nous, les officiers sénégalais, on y va, on va être prisonniers, puis c'est tout, on est resté. Bon. Alors après, il y a eu 1962. Il y a des camarades vivants encore qui ont joué un grand rôle. Tel mon ami Bessane qui a fini intendant-colonel à la retraite, et bien d'autres. Ensuite, il y a eu le retour du PRA avec l'UPS. Là, j'ai servi, non pas de médiateur ou quoi que ce soit, mais de transmetteur. J'étais agent de transmission. Bon, vous disait ceci et cela, et j'allais voir le président Senghor, je lui disais tel. Oui. Et le président Senghor m'a envoyé voir M. Lee. C'est là où j'ai connu M. Lee, d'ailleurs, qui m'a fait une impression extraordinaire. Oui. N'est-ce pas? Et c'est dommage qu'il n'ait pas continué avec sa carrière militaire, peut-être parce que trop honnête. Bon. Oui, très bien. Maintenant, quel a été votre degré d'implication dans les événements de 62? Tout ça, secret d'État. Secret d'État. C'est-à-dire, on ne répond pas. Ah oui, mais il faut briser l'omerta un jour. Un jour, oui. C'est pour la postérité. Oui. Vous ne pensez pas être en mesure de le faire aujourd'hui et maintenant? Non, ça peut appeler beaucoup de choses. Est-ce que cela veut dire que vous avez quelque chose à vous reprocher, un cas de conscience? Non, au contraire. J'avais même oublié tout ça. C'est le président Senghor qui, je vous dis, à Verson, on était là, j'ai été le voir. Alors, on parlait, et puis Mme Senghor qui dit, mais Gérald, après tout, ça ne nous étonne pas que vous soyez un homme d'honneur, que tel ou tel. Il y a tel qui est venu ici, il dit que vous êtes originaire du Cayor et que vous êtes de la famille des Damel. Je dis, moi, je n'ai jamais dit ça, on ne le dit pas devant le président de la République. Et puis le président qui dit, oh, mais madame, votre mari est trop modeste. On ne le connaissait pas. C'est après qu'on l'a connu, quand il a rencontré le président Senghor, les membres de l'Institut d'histoire contemporaine, dont je suis membre. Et il y a un qui lui a parlé d'un général Fall qui a fait un magnifique exposé sur les crises en Afrique, sur les coups d'État, tout et tout. C'est comme ça. Et le président m'a dit, général, il faut écrire tout ça. Je suis prêt à vous donner des éléments, à voir votre manuscrit et à faire la préface, l'avant-propos et à vous aider à rédiger. Il me l'a demandé. Okay. En tout cas, vous avez travaillé, vous avez eu le privilège d'avoir travaillé avec les trois premiers présidents que le Sénégal indépendant a connus, Léopold Senghor, Wade et Abdou Diouf. Que retenez-vous de chacun d'eux? C'est difficile parce que ça, je crois que, à mon connaissance, le sentiment risque de l'emporter sur la raison. Voyons, le premier président, c'est Senghor. C'était pas le chef, c'était pas mon chef. Au début, oui, c'était mon chef. Parce que, honnêtement, je vous dis que le président Senghor, comme tout Sénégalais qui se respecte, lui aussi, il a ses préjugés. Et je crois que la première fois que je me suis présenté, il a dit, mais il est jeune. Il me dit, après il a vu, et je crois que le président Senghor, les ressortissants des 4 communes ne lui inspiraient pas toujours confiance. Ah oui. C'était les hommes de la Gueye. Et puis moi, Fall. Venant de la Casamance? Non, et puis un de mes oncles, pas des oncles, mais l'époux de la petite sœur de ma mère, Fall, a été tué à Kayabo. Donc, eux, quand ils pensent Casamance, ils pensent Fall Casamance, ils pensent à cette famille. Je ne suis pas de cette famille, du moins, par le nom Fall, je suis de cette famille, par son épouse qui est la petite sœur de ma mère. Alors tout ça, je crois, ça fait que de ce côté, le président Senghor, on ne le connaît pas, on raconte beaucoup de choses. Le président Senghor, toutes ces crises-là, il les a gagnées, vous savez pourquoi? Parce que ses adversaires, Oual-Yo-Yo, Lamine Gueye, Mamouriga, ils n'ont jamais combattu Senghor. Ils ont combattu Léopold Toubab. Alors qu'ils auraient dû voir qu'ils ont en face de Senghor le bon Sérère, le bon nègre. Vous voyez? Ils se sont trompés de Senghor. Ils se sont trompés de Senghor. Il y a un qui accompagnait le président dans ses meetings. Son nom, c'était Diop. Celui qui a dit un jour
les gens se trompent sur Senghor. Je dis pourquoi. Il me dit Senghor, chez lui, il y a 3 personnes. Je dis pourquoi. Il me dit Léopold, c'est le bon catholique qui prie, qui va à la messe, qui fait ceci et cela. Il ne rate jamais la messe du dimanche. Sédar, c'est le bon Sérère qui, bon vieux, quand il se lève le matin, des fois, un petit signe qui passe lui donne des idées. Quand en 68-69, la sécheresse a commencé, j'arrive à ce moment, il était à Gonneville. Gonneville, oui, c'est là où résidait sa belle-mère, sa belle-sœur, et puis Mme Senghor. C'est là où il passait ses vacances. Il me dit, commandant, je crois que je suis commandant, je crois qu'il est temps que je laisse la place aux plus jeunes. Je dis, pourquoi, monsieur le président? Il me dit, comme ça, vous voyez, depuis que j'ai commencé la politique, j'ai toujours eu la chance de bon hivernage, de bonne récolte, la paix. Maintenant, ça commence la sécheresse. C'est pas africain, ça? Ça, c'est Sédar qui parle. Maintenant, que retenez-vous de Diouf et de Wade, rapidement? Diouf et Wade. Diouf, c'est un frère. C'est le chef, bien sûr. Mais sorti de tout cela, c'est un frère. Si j'ai continué ma carrière, je le dois à un moment à Abdou Diouf. Je vais vous raconter ceci. Un jour, je téléphone, j'avais le numéro de téléphone direct du président, de madame. Et puis, le 242 où je peux avoir Philippe. Personne ne répond. Le président est occupé, madame est occupée. Philippe, il est à l'école. Il y a des choses qui se passent. Et un gendarme vient me voir, comme je m'amuse bien avec les gamous, je crois qu'il s'appelle Diagne ou Mbeg, en tout cas. Il me dit, moi je vous ai demandé de l'argent que vous m'avez donné pour mon mariage. Vous savez que je vous dois 300 000 francs. Je dis, oui, vous me devez 300 000 francs. En 2 ans, je vous ai donné 300 000 francs parce qu'une fois vous avez perdu votre mère, vous m'avez emprunté 100. Vous n'avez pas rendu. Une autre fois, je vous m'avez emprunté tant, vous n'avez pas rendu. Il dit, à tout, ça fait près de 300 000. Il me dit, oui, mais on vous accuse de trouver 300 000 francs pour faire la peinture de votre maison en face. Alors j'ai dit, c'est pas possible. Et là, j'ai dit, si jamais on veut savoir, eh bien, je suis prêt à porter plainte si ça continue. Alors, le président dit, si il insiste, c'est qu'il n'a pas tort. Et il confie le dossier à Abdou. Abdou fait son enquête. Il dit que oui, il a fait la peinture de sa maison, mais ce n'est pas la maison de l'aide de camp. Mais la facture, c'était écrit la maison de l'aide de camp, la maison de M. Idrissa Fall, aide de camp. C'est-à-dire qu'on a mis sur le compte de la maison que j'occupe. L'argent est bien sorti, mais ce n'est pas allé chez moi. Ok. Oui. Donc, il y a déjà ce premier coup. Et il y a eu beaucoup de coups. Abdou Diouf, lui, c'est le rapport entre lui et moi. C'est-à-dire que lui, il trouvait que j'étais le meilleur, incontestablement, et j'étais le plus honnête. Ça, c'est Abdou Diouf. Quand je suis allé le voir pour lui dire que je vais quitter, je lui ai demandé de me laisser partir. Il dit, il n'est pas question, vous avez fait du bon travail, la vie officielle vient tel. Je lui ai dit, monsieur le président, vous vous souvenez, il y a 2 ans, je suis venu vous voir, je lui ai dit, les correspondances que je reçois des affaires étrangères, les remarques et autres, à mon âge, je ne peux pas supporter cela. Des enfants que nous avons vus naître, dont les mamans et les papas ont été protégés par nous pour qu'eux puissent aller à l'école. On a passé des journées entières, des nuits dans Dakar. Et maintenant, ce sont ceux-là qui nous parlent ainsi. Je dis, je ne peux pas l'admettre. Il me dit, mais celui-là, on me dit qu'il est bien. Je dis, bon, les gens vous disent qu'il est bien. Moi, je vous dis qu'il ne vaut rien. Voilà. Non. Wade maintenant pour finir. Non, c'est pas fini. Oui. Alors, il me dit, si c'est le général Idrissa Fall qui demande, là, je ne suis pas d'accord. Mais si c'est le frère qui demande à son frère, je ne peux pas. Voilà. Alors, je dis, mon frère, je vous prie de bien vouloir me laisser partir. Il me dit, d'accord. Et je suis parti. Voilà. Et Wade, que retenez-vous de lui? Wade, nous avons un trait commun. Nous sommes tous lui par sa mère, du Cabou.
le Cameroun, ils sont un peu comme les gens du Cayor, ils sont fiers et ils croient tout savoir. Alors quand j'ai vu Abdou... C'est un défaut ou une qualité? Hein? C'est un défaut ou une qualité? Suivant les circonstances. Ça peut être défaut ou qualité. Quand j'ai vu pour la première fois, c'était pour lui demander de défendre mon cousin Germain qui était accusé de PAI et ainsi de suite. Il me dit, mais non. Vous voyez le président? Je dis, je ne veux pas devoir à un homme politique. Ça, je crois que ça l'a frappé. Mais ah bon, je défendrai votre cousin. Mais quand même, c'est un procès politique, voyez-t-il. Il m'a appris que c'est un procès politique. Et j'ai eu peur. Bon. Enfin, bref. Et quand il m'a nommé grand chancelier, première audience, je lui ai dit, je voulais vous parler de la Casamance, de l'abbé Diamankou. Il m'a dit, non, je connais l'abbé Diamankou, je connais le problème. Je vais le résoudre. Et puis, je l'ai vu au début de sa carrière, et je l'ai vu à la fin entre les deux tours. Mais j'avais demandé une audience 2 ans avant. Et jamais on a réussi, n'est-ce pas, à me présenter avec toi. Là, il m'a reçu. Il dit, je suis venu, mais c'est entre 2 tours. Ce que je voulais vous dire, c'est dépassé. Maintenant, vous êtes très pris. Je voulais simplement, je voulais vous parler de 2 choses. C'était d'abord la Casamance, et puis le vote des militaires. Sur la Casamance, je ne suis pas d'accord. La voie que vous suivez, pour le vote des militaires, je suis contre. Ah oui, vous êtes contre le vote des militaires. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Les militaires qu'ils votent. Non, il ne faut pas se mettre à copier les Européens exactement. En France, les militaires votent. De Gaulle aurait dit ce qu'il a regretté, ce n'est pas de faire voter les femmes, mais c'est de faire voter les militaires. On le lui a bien rendu en 1958 en Algérie, où j'étais jeune lieutenant. Il est venu nous voir, je vous ai compris, et nous nous sommes dit, et après, il est parti à Paris, il nous a envoyé un message pour 40 millions de Coran. Vous n'avez rien compris. Bon. Ce sont les tirailleurs qui disaient ça. Bon. Donc, il m'a reçu. Oui, parce que là, on était sur un point intéressant, là. Pourquoi vous vous êtes contre? Oui, j'arrive, M. Faye. Alors, qu'on fasse voter les militaires d'abord pour le chef suprême des armées, je comprends. Parce que nous sommes subordonnés, quelles que soient les circonstances, à M. le Président de la République. Et c'est ce qui nous a différenciés de notre aîné, le meilleur d'entre nous, le général Fall. Rappelez-moi, je vous en reparlerai. Je suis contre, parce qu'un militaire ne peut pas voter contre le président en exercice. C'est son chef. C'est son chef. Il ne peut pas voter. Mais s'il n'est pas d'accord avec la manière de gérer du chef, il peut le dire. S'il n'est pas d'accord, oui. C'est pas lui qui a nommé le chef. Alors pourquoi il va le nommer? Il y a le peuple, il y a la nation, il y a les assemblées. Ils sont capables de nommer quelqu'un, ils ne sont pas capables de le dénommer. Oui, le militaire n'est pas ex nihilo, il appartient au peuple, justement. Qui? Le militaire. Le militaire? Oui. Il appartient au peuple? Absolument. Mais il appartient au peuple. Je dirais qu'il appartient à la nation. Mais les militaires, M. Faye, je vous le dis, c'est un autre peuple. C'est une autre société. Après mon DEA, j'ai voulu faire le doctorat. C'était le thème armée-société. J'ai ajouté armée-société-pouvoir. Je voulais faire une thèse de 3e cycle et venir ici créer un centre pareil. Mais les affaires étrangères, avec ces agents qui croient tout savoir parce qu'ils ont fait quelques jours ou quelques semaines, ils ont des diplômes de Sorbonne, de l'université de Cheikh Anta, pensent tout savoir et m'ont dit désormais, si vous devez aller à la Sorbonne ou par obligation, tous les candidats de la section où je me trouvais armée et société étaient tenus d'être présents une fois par trimestre, le mercredi soir, par trimestre. On me dit maintenant, si vous voulez le faire, vous faites une permission, on le déduit de vos droits en permission. Alors que j'étais autorisé par note du ministre des Forces armées depuis 1973, n'est-ce pas, à assister au cours à la faculté ici. Okay. Vous avez exprimé votre désaccord concernant le vote des militaires. Vous avez dit également à Wade que vous n'étiez pas d'accord avec la manière dont il gérait la question casamançaise. Qu'est-ce que vous dérangez dans cette affaire? On a amené les militaires tout doucement à se mettre en avant. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand le militaire se met en avant,
ça veut dire qu'il prend le fusil. Lui, il se met derrière le fusil et le canon vers l'autre. C'est ce qu'ils ont fait. Des petites embuscades, actions de présence, on est arrivé à employer des avions, à employer des mortiers, à employer des canons. Or, la rébellion casamançaise, ce n'est pas une rébellion comme les autres. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore lu, de lire le livre Conflit de Casamance qui est interdit au Sénégal. La vente est interdite, mais la lecture est autorisée. Quelle est la particularité justement des rebelles casamançais? Les rebelles casamançais, c'est que c'est vraiment des batailles entre frères de même nationalité, le même peuple. Il n'y a pas eu, comme on le voit, partout ces tueries-là, ces fausses communes, tout et tout, il n'y en a pas. Il y a toujours les contacts qui sont maintenus. Le général Dia, un des meilleurs cavaliers de l'armée du Sénégal, parmi les anciens, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'est pas tout à fait jeune, il doit avoir bientôt 80 ans comme moi. Eh bien, jusqu'au dernier moment, il recevait d'un des chefs rebelles des crevettes, des associations correspondants. Moi, j'avais un jardin, ou plutôt ma femme avait un jardin en Casamance, à Bunkiling. Le chef d'état-major a donné les instructions que mon jardin ne soit jamais, comment dirais-je, comment on dit, le jardin ne soit jamais détruit par les rebelles, de l'épargner. Oui, certains pensent que la solution du conflit est politique, d'autres pensent que la solution est militaire. Elle est d'abord politique. Aux élections, là, je n'ai pas reconnu les hommes politiques. Tout le monde a parlé de la Casamance. Alors, je crois qu'il y a au moins 60% de Sénégalais qui ont voté. Ces 60%-là, tous leurs chefs se réclament de l'unité. Mais pourquoi ils ne vont pas en Casamance le dire à leurs militants? Ils vont voir leurs militants pour leur dire de voter pour eux. C'est tout. Si vraiment ces militants-là étaient pour eux, ils ne seraient pas contre le Sénégal. Mais ils ont commencé à parler. J'ai aimé le discours de l'ancien ministre des Affaires étrangères. Serdiane Gadio. Oui. C'est le premier à vraiment dire le point numéro 1, c'est l'unité nationale. Tout comme au Mali aujourd'hui, ils oublient l'unité nationale, ils se battent pour les postes. Oui, vous dites que la solution est politique, mais la voie politique a semblé montrer ses limites. Non, elle a montré ses limites parce qu'elle a été court-circuitée par la voie militaire. Oui. Et puis aussi parce que ce n'était pas l'intérêt des grands responsables de la voie politique. Lesquels responsables? Tous les chefs MFDC et tous les représentants du Sénégal, sans aucune distinction. Alors là, je vous le dis, les gens du MFDC sont venus me voir pour me dire qu'ils veulent me proposer pour que je prenne l'affaire en main, que je sois le représentant. Je dis non, ils me demandent pourquoi. Je dis parce que quand j'irai là-bas, vous allez faire comme mes parents du Cayor. Mes parents du Cayor, vous savez que chaque fois, jusqu'à ce jour et jusqu'à demain, ils ont un proposé d'Abel. Vous ne savez peut-être pas. Bon, il y a toujours ça. Mais après la mort du label actuel, l'adjudant-chef Hugo Diagne, c'est moi. Ils sont venus me voir. Je dis, mon père, sur instruction de Cheikh Ibra, son cousin, avait refusé de rester, de prendre le poste. Et celui qui est mort là, qui est son père, qui est son grand frère, a pris le poste. Il l'a légué. Moi, on me demande, je ne veux pas, ça fait des histoires où on met tout le monde, moi, oui. Ma femme. Tout. Pourtant, Wade a beaucoup investi dans la rébellion. Il a distribué à tort et à travers des billets de banque. Et finalement, le problème reste entier. Comment faut-il l'expliquer? Comment faut-il l'expliquer? Parce que je vous dis, il ne doit pas intérêt à ce que ça s'arrête. C'est l'intérêt qui mène le monde, comme dit De Gaulle. Ce n'est pas seulement l'intérêt entre les États. Mais parce qu'ils sont entretenus financièrement. Ils tirent financièrement, je ne veux pas dire d'une manière toxique, puisque ça leur permet aussi d'aller librement dans les champs de cocaïne, de ceci et cela. Alors, tant que vous leur donnez de l'argent, pourquoi arrêter? Oui. Maintenant, que faut-il faire? Faut-il procéder au retrait des militaires de la Casamance? Ah non, ça, il ne faut pas les retirer. Il faut les deux. Il faut les deux. Il faut les deux. La carotte et le bâton. Ah oui. Les militaires limitent les dégâts.
Et puis, il faut laisser les militaires faire ce qu'ils ont à faire. En Casamance, j'avais préconisé des postes en dur, tout et tout. Le ministre de l'époque, Baguetlo, a dit qu'il ne faut pas le faire. On lui demande pourquoi. Il dit parce que la rébellion, là, ça va s'arrêter et ces postes-là, ça aura coûté cher. Il était tenu par un conseiller militaire français. Je dis au conseiller militaire, vous avez fait des forteresses sur la ligne Maginot. Elles ont échoué parce qu'elles étaient incomplètes aussi. Ici, on ne fait pas des forteresses, mais on fait des lieux où on peut tenir au moins 24 heures, le temps qu'il faut pour quitter Dakar et venir à votre secours, au secours des postes. On n'a fait qu'un seul. Lui, jamais le MFDC ne va s'amuser à l'attaquer, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont le temps de se défendre, ils ont suffisamment de stock de munitions, d'armes et tout. Les autres n'ont rien que des cases. Voyez. L'armée est sous-équipée face au MFDC. Oh, ils sont sous-équipés, je ne sais pas. Les militaires ne vous diront jamais, ils sont suréquipés. Ils disent toujours qu'ils sont sous-équipés. Ça, c'est peut-être une tradition de l'armée française, parce que le plus grand capitaine français de tous les temps, Napoléon, il comptait beaucoup plus sur les pieds des fantassins, leurs tireurs, tout et tout, leur effort physique, leur esprit, que sur les techniques. L'armement n'a pas varié durant tout le règne de Napoléon. Et même le sous-marin entrevu par l'Américain, il avait reconnu que ça pouvait changer la face du monde, mais il n'a pas financé. Très bien. Maintenant, quand vous avez fait part à Wade de votre désaccord concernant d'abord la vote des militaires et... Ah non, je n'ai pas eu le temps, puisqu'il ne m'a pas reçu. Ah, il ne vous a pas reçu? Il m'a reçu après, mais là, je lui ai dit c'était ça, ça et ça. Mais maintenant, c'est trop tard. Mais je ne lui ai même pas parlé de vote. Je dis parce que j'avais des points essentiels concernant l'armée, les militaires, concernant la Casamance. Mais maintenant, ce n'est pas la peine, vous avez d'autres occupations. Alors, je viens de... Il me dit, comment vous êtes venu? Je dis, avec la voiture de ma femme. Il me dit, ah bon, je vous donne une voiture. Il appelle l'aide de camp et d'autres donne une voiture au général Fall. Vous pensez, il est entouré par des gens qui se sont dit, cet homme-là, il faut tout faire pour l'entourer et qu'on ne lui ouvre aucune porte. Il était là, il m'a paru comme un otage. Wade? Oui. Otage d'un camp. Et ce n'est pas... Et quand j'ai quitté là-bas, je me suis dit, celui-là, il doit avoir son entourage, c'est de pauvres types. Oui. C'est ce qui explique sa défaite. La défaite de Wade, c'est la défaite de son entourage, parce que dans son entourage, il y a certainement quelques-uns, n'est-ce pas, qui se sont battus, et qui se battraient toujours pour lui. Mais ce n'est pas la majorité. Il y en a qui se sont battus comme des lions pour avoir le pouvoir. Mais une fois qu'ils ont eu le pouvoir, ils ont pensé que c'est la fin. Vous voyez, Wade est un homme foncièrement bon, je crois. Je crois qu'il est foncièrement bon. Et il est convaincu que tout ce qu'il fait est bien. Il est convaincu que les voitures qu'il donne là, c'est tout à fait normal. Vous avez accepté la voiture qu'il vous a donnée? Mais je n'ai pas eu la voiture. Mais moi, si j'avais la voiture, on ne serait pas venu me la prendre. Ah oui, pourquoi? Mais parce que par décret, j'ai droit à une voiture. En tant que général, j'ai droit à une voiture et à un chauffeur. Vous ne serez pas venu le prendre. Sinon, il faudrait qu'il marche sur mon corps. On ne déshabille pas, on ne désarme pas en général. Ce même Wade, après avoir perdu le pouvoir, refuse d'aller à la retraite. Vous en pensez quoi? Refuse quoi? D'aller à la retraite. Il est toujours sur la scène politique, plus que jamais présent. D'aller à la retraite de quoi? Oui, politique. Après avoir perdu le pouvoir. Mais lui, c'est son métier. Il est convaincu qu'il est né pour ça. Et ce n'est pas lui qui a fait ça, c'est son entourage. Oui? Mais est-ce que son entourage n'a pas bon dos aussi? Quelle est la part de responsabilité de Wade dans cette situation? C'est Wade qui est responsable de tout. L'entourage est un peu comme un catalyseur qui n'apparaît pas, mais dont l'action se voit. Pourtant, on dit de lui qu'il reste toujours le maître du jeu, en tout cas dans son entourage. Ça, c'est pas pour zéro que on l'a appelé Yobor. S'il reste maître du jeu, c'est qu'il a un autre objectif et il y croit. Alors je demande à ses successeurs d'ouvrir l'œil. Ah oui, il constitue une menace sérieuse pour Macky Sall. Ah, ça, je ne sais pas.
Ça seulement qui est son entourage pour le dire. Ouvrir l'œil, pourquoi faire alors? Ah, puisque c'est vous qui dites pourquoi il continue. S'il continue, c'est pas pour avoir une meilleure retraite. C'est seulement pour revenir. Ah oui. Ou alors pour mener le jeu. Tirer les ficelles éventuellement. Peut-être. Là, c'est des spéculations. Hein. Oui, en tout cas, ça c'est une réalité, c'est pas des spéculations. Ce même Wade a eu à nommer 13 généraux à la veille de la présidentielle d'un seul coup. Ça a créé une polémique ici au Sénégal. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre point de vue sur cette question? Là, il aurait fallu donc toutes les 50 minutes pour vous expliquer. Parce que les gens font des déductions, des conclusions, sans au préalable se poser la question qu'on faisait Foch, de quoi s'agit-il? Voyez, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Répondez à cette question. Bon, il s'agit, n'est-ce pas, de la formation d'une armée, de son suivi, perfectionnement, en vue des objectifs fixés par l'État. Pour l'armée du Sénégal, le Sénégal pense que pour une telle armée, compte tenu de la place du Sénégal dans le monde, d'abord à l'intérieur du Sénégal pour la défense de ses frontières et à l'extérieur avec la nouvelle formulation des armées, intervention armée faite pour la guerre mais aussi pour la paix. Il lui faut des officiers de haut niveau qui sont de formation. Des universitaires qui auront fait le cycle pour l'école nationale des officiers ici, comme pour Saint-Cyr. Quand on sort de ces écoles-là, on a la licence ou la maîtrise. Voyez, toujours cette... Mais, si tous les officiers arrivaient avec licence, tout et tout, c'est-à-dire possibilité d'être des généraux, on aura des armées de généraux, rien que des généraux. Oui, mais 13 généraux, on n'est pas loin d'une armée mexicaine, là. Non, attendez. Alors, pour ne pas avoir ça, première précaution, il ne faut pas que tout le monde sorte avec la maîtrise. Alors, à l'ENOA, ici, l'École nationale des officiers, une promotion que j'appelle concours direct, qui entre avec le premier cycle de l'université et le reste, il le faut à l'école militaire pour avoir la licence ou la maîtrise. Les seconds, eux, après une formation par-ci par-là de sous-officiers, ils entrent là-bas avec le bac et le certificat interarmes. Les uns entrent à l'école nationale des officiers à 22 ans, mettons 23 ans. Les autres entrent à l'école nationale des officiers, mettons à 27-28 ans. Vous voyez déjà la différence. L'un est sous-lieutenant à 23 ans, l'autre sera sous-lieutenant à 28 ans. Ça fait 5 ans de différence. Bon, ça c'est le premier point, première précaution. Oui, mais quel rapport avec la nomination des 13 généraux? Mais je viens. Je vous dis, il faudrait d'abord savoir de quoi s'agit-il. Mais je vous dis de quoi il s'agit. Il s'agit de former des officiers de haut niveau. Mais si vous voulez former des officiers de haut niveau, c'est pas pour qu'ils vont à la carrière comme capitaine, ou commandant, ou lieutenant-colonel, ou colonel. Le haut niveau maximum, c'est général. Vous comprenez? Alors, donc, on fait des officiers, catégorie A, disons, bac plus 6. Catégorie 2, bac plus 4 ou plus 3. Bon, maintenant, deuxième cause de la nomination de ces 13, effet, conséquence, c'est que la limite d'âge initiale qui a établi la pyramide des officiers faisait que à chaque grade correspond une limite d'âge. Sous-lieutenant, mettons 46 ans, capitaine, mettons 47 ans, commandant, mettons 49 ans, ainsi de suite, général 58 ans. Mais on a barré cela sans savoir pourquoi et on a augmenté la limite d'âge parce que les officiers, l'armée, tout le monde trouvaient que je bloquais tout le monde. Et c'était à un moment où je n'avais pas la meilleure réputation au sein de l'armée
puisque la presse venait de publier que je suis parti avec 1 milliard de francs de l'ONU. Vous vous en souvenez? Oui, vous faites des fois beaucoup de mal, les messieurs les journalistes. Il y en a un. Bon, alors vous voyez. Alors donc, j'étais en position de faiblesse. Abdou m'a appelé. Il m'a dit, cette limite d'âge-là, il restait Yodal, Bougoda, c'est ça, parce que Abdou, encore un de ses traits, il ne dit jamais, il ne m'a jamais dit, Idrissa, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire cela. C'est pourquoi, après, il m'a dit, alors donc, ce qui fait que, j'en viens, oui, résumé. Le sous-lieutenant, le lieutenant, le capitaine, tous ces gens-là, maintenant, ils ont la même limite d'âge. Le commandant, le lieutenant-colonel, le colonel, eux également une autre limite d'âge commune. Officier subalterne, même limite d'âge. Officier supérieur, même limite d'âge. Ils vont comme ça. Si bien que quand les colonels seront proposables pour le grade de général, ce sera les colonels qui sont peut-être à 4 ans de la limite d'âge, les capitaines qui, il y a quelque temps, les autres commandants qui, il y a quelque temps, étaient capitaines, eux, ils seront à 3 ans de la limite d'âge, d'autres seront à 2 ans de la limite d'âge. Si on n'avait pas changé la limite d'âge, celui qui était à 1 an, il ne serait pas proposé, on ne le devrait pas. Celui qui a 2 ans, on ne le devrait pas. Mais tous ces 4-là sont proposables. Mettez qu'on nomme simplement 3 de ces gens-là à la première promotion. L'année suivante, 3 autres, ça fait 6 l'année d'après. Au bout de 4 ans, vous pouvez avoir 20 qui partent d'un seul coup. Les 13 là, on n'a fait que remplacer nombre pour nombre. Vous avez compris? Vous êtes convaincu? Tout au moins, est-ce que vous avez compris? Oui. Bon. De toutes les façons, les gens qui suivent cette émission vont dire s'ils ont compris ou pas. C'est quelque chose de mathématique. Je voulais venir avec le graphique, le tableau pour montrer la pyramide. Dans les abscisses, vous mettez par exemple les grades. Donc, on a... Sous-lieutenant, lieutenant, oui. Capitaine, avec des écarts. Donc, on a eu tort d'avoir crié haro sur Wade, qui a nommé d'un seul coup 13 généraux. Il n'était pas responsable, il ne pouvait pas faire autrement. Il ne pouvait pas faire autrement. Okay. Oui, on a connu également la polémique sur le DAGOS, le diplôme d'aptitude au grade d'officier supérieur. Qu'est-ce qui explique cette polémique incessante? Je vais faire une révélation. Le DAGOS a été fait depuis très longtemps, peut-être même avec le général Amadou Fall, qui est un intellectuel extraordinaire, et puis ensuite le général Diallo. Et pendant longtemps, on n'a pas demandé le DAGOS. Moi, je ne l'ai pas. Eh bien, il est vrai qu'à ce moment, tout se faisait au choix. Et après, quand on a eu des officiers sortis de l'école d'état-major, on s'est dit, maintenant, il faut faire passer le DAGOS. Nous avons des Sénégalais examinateurs. Et on a commencé le DAGOS. Mais le DAGOS était fait de sorte que, par exemple, vous pouvez avoir un officier qui n'a que le brevet, n'est-ce pas, même moins, qui sort avec des notes extraordinaires, parce que lui, il est du service administratif, il est maître chancelier. Chancelier dans l'armée française, les meilleurs chanceliers, c'était parfois le soldat de deuxième classe ou caporal qui vient, il est dans un bureau, il a un carnet, son rôle consiste comme un journal de marche, il marque les faits concernant un soldat. C'est présenté ce jour à point de suspension, vous rappeliez le jour et l'heure. Nommé au grade de deuxième classe, tel, au grade 2, point de suspension. Vous en faites 1000, 2000, 3000. Après, on vous donne ça à l'examen. Un soldat se présente sur vous pour son récupération. Qu'est-ce que vous faites? C'est parce que vous sortez, vous avez du sur bas. Et vous avez votre... C'est quoi le problème du DAGOS ici au Sénégal? Alors, le problème du DAGOS, ceux qui se plaignent, c'est parce que simplement, ils sont victimes, ils l'ont combien des Sénégalais, combien des militaires. Comment s'appelle encore l'auteur de la mort du loup? Alfred de Villiers. Alfred de Villiers est un capitaine. C'est lui qui dit qu'il n'aime pas l'armée. Et il explique. Parce que c'est un domaine où l'activité physique tue l'activité intellectuelle. Un homme dépourvu de toute activité intellectuelle, qu'est-ce que c'est? Sans idée, c'est-à-dire idiot.
un officier ne doit pas être idiot. Il y a un officier qui m'a dit, mais c'est qu'en France, il n'y a pas le Dagos. Je disais que vous n'avez rien compris. En France, il n'y a pas le Dagos. Mais il y a tellement d'examens avant d'arriver au grade de commandant ou de général que c'est la somme de tous les Dagos du monde. Et puis en France, c'est une ville où on se culture, même quand on ne veut pas. En France, le matin, vous sortez de votre maison, vous allez dans un café, vous trouvez les gens en train de discuter de la politique de Mitterrand, de la politique de ceci et cela. Vous passez devant un kiosque, vous voyez les journaux, rien qu'à lire les titres, vous avez une idée de ce qui se passe dans le monde. Ici, qu'est-ce qu'ils font? Les officiers. Les officiers qui se plaignent du Dagos là, à leur sortie de Saint-Cyr, ou de l'école nationale des officiers d'actifs de Thiès, donnez-leur 1 an pour préparer le Dagos, ils réussissent. Laissez-les des années, ils passent lieutenant, capitaine, au bout de 10 ans, vous leur donnez les mêmes épreuves, ils échouent. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas, ils ne se cultivent pas. Ils sont paresseux. Hein? Ils sont paresseux. Paresse intellectuelle. Il y a un de mon cabinet qui m'a dit un jour, mon général, vous voyez le colonel que vous avez affecté là pour donner des cours préparatoires à l'école de guerre en France. Je dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit c'est mon promotionnaire. Alors maintenant je suis son élève. Je dis mon cher ami, pendant que lui en France, il avait toujours son livre, il lisait, il l'étudiait, il se posait des questions. Vous, qu'est-ce que vous faisiez? Quel diplôme vous avez passé? Vous avez désappris. Lui, il vient pour vous réapprendre, alors suivez-le. Ok, voilà. Après le Dagos général, beaucoup de soldats aujourd'hui dénoncent le favoritisme dans les envois en mission. On parle souvent de branlons. Qu'est-ce que vous en savez? Ça peut exister, c'est le Sénégal. Les militaires là, ils sont sénégalais comme vous et moi. Avec leurs défauts de Sénégalais. Avec leurs défauts. Vous êtes quelqu'un, vous dites Alléluia, moi je suis musulman, je dis Alhamdoulilah, tous les deux on se rencontre. Nous avons tous la même sénégalité, la même foi à nos religions, la même foi à nos habitudes, c'est cela. C'est ça, mais dans le fond, c'est possible. Moi, j'ai mon fils, il est venu ici, il a fait bonne impression, et on l'a maintenu en Casamance plusieurs années. Ce sont ces aînés de Saint-Cyr, les généraux actuels, les colonels et autres, qui ont attiré l'attention du chef d'état-major. Qui sont l'un de leurs camarades. C'est cela. Vous ne l'avez pas mis le pied à l'étrier? Pas du tout, pas du tout. Mon fils, lui, son héros, c'est le général Mansour Seck. Il avait 3 ans, il a vu Mansour Seck, number 1. Il se dit toujours number 1, et il dit à mes enfants que moi je suis number 2. Et bien c'est lui, mon fils là, il est tombé à l'admiration et il voulait être le général Seck. Oui. Nous allons avancer un peu, il nous reste quelques petites minutes, général. Vous avez été le premier aide de camp du président Senghor. À quoi consistait votre rôle à côté du président? Ça c'est une bonne question. Quand j'ai été nommé aide de camp, j'ai eu beaucoup de problèmes. Parce que les ministres pensaient que l'aide de camp, comme on a entendu par d'ailleurs, le premier texte disait que je suis ordonnance officier d'ordonnance. J'ai dit au président que c'est pas ça. Je me suis renseigné en France, en Angleterre, en Allemagne, et j'ai eu des informations. J'ai demandé qu'on mette aide de camp, on a mis aide de camp. Et j'ai demandé le contenu, le président m'a dit non. D'accord, demandez le contenu, mais faites-moi des propositions qui répondent au contexte sénégalais. Et je lui ai cité quelques cas. Il faut dire que j'ai travaillé avec Badra Beg, mon Gabon. Badra Beg m'a guidé. On a travaillé parce que Badra Beg, le premier jour qu'on devait sortir, on devait aller à Rufisque, il vient avec sa voiture et il dit, lieutenant, oui, vous mettez ma voiture dans la cage. Je dis, non, monsieur le ministre. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que vous n'avez pas droit. Voici le protocole militaire, la cage, c'est le président tout seul. Après, il m'a appelé, il me dit, c'est là où il m'a dit, ça ne m'étonne pas, vous êtes chez nous, il faudrait tous les matins, avant d'aller au travail, prendre un verre de whisky ou de verre de palme. Bon, voilà, c'est sympathisé, je lui dis tel. Alors il m'a dit, il faut préparer quelque chose que ça sorte officiellement. J'ai donc préparé quelque chose, je l'ai dit au président. J'ai mis par exemple que l'aide de camp est uniquement
à la disposition du président et non des ministres, c'est cela. Le président a barré, il a dit à l'unique et entière disposition. L'aide de camp, c'est pour aider le président dans les problèmes de détail. Par exemple, j'ai cité le cas de la cigarette où le président d'ailleurs au début, il partait seul, il ne prenait pas son aide de camp. Il était méfiant. Jusqu'au jour où j'ai écrit, je lui ai dit tel. Je lui ai dit, je dois. Et il me dit, bon, d'accord, vous viendrez. Ouais. Si je pose la question, c'est parce qu'aujourd'hui, aide de camp a une connotation plus ou moins roturière, surtout ce WAD où on l'a presque transformé en porteur de valises. Étiez-vous le distributeur automatique de billets de banque de Senghor, vous? D'abord, l'aide de camp, est-ce qu'il transportait de l'argent? Je n'ai aucune preuve, vous non plus. On a dit que quand il y a eu l'affaire... Segura, le WAD a accusé son aide de camp de s'être trompé de mallette. Ils ont dit, l'aide de camp. Il y a aussi un autre rôle de l'aide de camp, comme tout membre de cabinet d'ailleurs. Dans les cas graves, parfois il se met devant. Le président Senghor, nous étions à Popenguine un jour. On nageait, moi je nageais très bien, j'étais commando. Et un jour qu'on était en pleine mer, on a vu quelque chose venir. Vous voyez, j'ai nagé vite, j'ai rattrapé le président et je me suis mis entre le président et l'animal qu'on voyait venir. Et nous avons nagé ensemble. Le président ne s'en est même pas rendu compte. Quand nous sommes arrivés, Madame Senghor me regardait avec de ses yeux. Alors, comme elle est pleine d'esprit, elle me dit, mais au lieu de vous sacrifier pour vous mettre entre mon mari et l'animal, il fallait foncer vers l'animal et puis le tuer. C'était plus facile. Je dis, oui, madame, la prochaine fois, je le ferai. Et c'est comme ça l'aide de camp et d'autres. C'est un peu celui qui, dans certains cas, protège le président. Pas celui qui transporte les valises bourrées de billets de banque. Non, comme il y a ces billets de banque là, tout et tout, peut-être que lui, en l'accusant, ça couvre le président ou son entourage. Si jamais le fait a existé, je ne vois pas pourquoi il transporterait les bagages. Il n'était pas financier, moi je n'ai jamais transporté d'argent. Très exceptionnellement, et quand j'étais seul aide de camp, ceci et cela, et ça, quand j'arrive, je prends l'argent, je le donne à l'ambassadeur pour les réceptions, tout et tout. Quand c'est terminé, il me donne la facture, je viens. Je n'ai jamais voulu garder de l'argent. Oui, le temps est presque fini, rapidement. Pratiquement tous les pays de la sous-région ont connu des coups d'État, à l'exception du Sénégal. Comment expliquer ce miracle sénégalais? Culture générale d'abord. Ils sont bien formés. Ils savent que ce n'est pas leur rôle, avec des fusils, de renverser le pouvoir. C'est ça. Il faut le Dagos. Qu'est-ce qui se passe au Mali? Vous voulez que je vous raconte une histoire là? Rapidement, on fait signe que le temps est fini. Oui. Quand je travaillais sur la pyramide et le plan septenal en 2000, je me suis rendu compte, en tant qu'historien et militaire, que le centre de l'Afrique occidentale, du point de vue défense, c'est le Mali, le Soudan. Et un jour, je dis au président, je pense que dès maintenant, il faut qu'on ait une force capable d'intervenir au Mali, parce que s'il y a quelque chose, ce sera le Mali. Il me dit, comment ça? Je dis, oui, c'est le Mali notre pilier. Et si un jour il y a une agression contre toute l'Afrique occidentale, je crois qu'ils vont commencer par le Mali. Donc on prépare une force. Et éventuellement, quand ça va, au moment de l'alerte, donner une base au Mali, au Sénégal pour préparer ces hommes. On en a donné en France, on peut en donner au Mali aussi. Il m'a dit, général, vous êtes un poète. Je suis allé voir Abdou Diouf, je lui ai dit la même chose. Lui, il m'a regardé comme ça. Parce que lui, c'est l'homme à l'intelligence vive. Il n'a rien dit parce qu'il ne dit jamais quelque chose qui n'est pas la ligne de son chef. Et il sait que le président se poserait des questions. Voilà. Oui. Pourtant, à la veille de la présidentielle, l'armée a été convoquée à la débat politique, au débat politique. N'est-ce pas là un glissement dangereux? Non, pas j'étais toujours convoqué. Le président avait un conseil de 5-6 membres. J'étais le permanent avant de partir. C'est en 1973 que le président m'a appelé. Il m'a dit, préparez-vous. En 1978, je quitte.
Oui, non, lors de la dernière présidentielle, je veux dire, un député avait demandé à l'armée de prendre le pouvoir si Wade refusait de partir. Qui a dit ça? Un député de l'Assemblée nationale. Il dit quoi? Il avait demandé à l'armée de prendre le pouvoir. Qui a demandé à l'armée? Le député en question. Ah oui, mais le député, il représente une partie du Sénégal. Mais l'armée, c'est tout le Sénégal. Voilà. Mais à ce propos, moi, Wade s'est mis en colère contre moi parce que au moment où il allait, parce que ce que ces gens-là oublient, leurs successeurs souvent les imitent. Ok. Wade avait parlé quelque chose, moi j'ai compris qu'il donnait un clin d'œil à l'armée pour que l'armée revienne. J'ai répondu dans Jeune Afrique, il m'en a voulu. Oui. Il m'en a voulu longtemps. Voilà, Oui. merci général Idrissa Fall. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes général à la retraite. C'est moi qui vous remercie. Voilà, ça a été vraiment un plaisir pour nous C'est moi qui de vous vous remercie. avoir reçu sur ce plateau d'opinion. Mesdames et messieurs, rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.